Nous abordons maintenant les affaires du jour et, à titre d'affaires prioritaires, le discours d'ouverture de la Première ministre. Je cède donc la parole à Madame la Première ministre pour son discours de 15 minutes. Merci, Madame la Présidente. Avant toute chose, je souhaite commencer mon discours en remerciant les personnes qui ont rendu possible la tenue de la 75e législature du Parlement jeunesse du Québec. Merci d'abord à son honneur, la lieutenant-gouverneur, Mme Caroline Souffrant, qui a su inspirer cette Assemblée avec son discours très touchant sur la généalogie et sur le rôle de la jeunesse dans son propre parcours et dans la promotion de valeurs telles que le respect, la communauté, la justice et la liberté. Je n'ai nul doute que ces sages paroles guideront nos travaux dans les prochains jours. Ensuite, merci à nos partenaires principaux, en commençant par l'Assemblée nationale, bien sûr, sa présidente et son personnel, qui, année après année, nous permettent de débattre dans l'un des plus beaux parlements du monde. Je nous compte particulièrement chanceuse et chanceux de pouvoir siéger dans le Salon Rouge cette année. Cette législature sera historique à plusieurs égards, quoique ce n'est pas la première fois qu'on siège dans le Salon Rouge, comme vous l'avez mentionné plus tôt. J'adresse mes prochains remerciements au directeur général des élections ainsi qu'à Élections Québec pour leur soutien envers notre mission de lutte contre le décrochage citoyen. Merci également au Mouvement des Caisses des Jardins ainsi qu'à la Chambre des notaires pour leur soutien à la formation d'une jeunesse engagée et prête à redonner au public. Un merci sincère à mon comité exécutif qui a travaillé d'arrache-pied tout au long de l'année pour que nous puissions toutes et tous nous réunir ici aujourd'hui. Michael, Christ, Véro, Victor, je suis si fière de nous. Merci pour votre dévouement, je vous en suis tellement reconnaissante. Merci au conseil d'administration de l'Association québécoise des jeunes parlementaires, dont le travail assidu encadre celui du comité exécutif et permet d'assurer la pérennité de notre chère simulation. Merci à notre conseil des ministres, qui nous propose 4 projets de loi pertinents et novateurs. Leurs efforts des derniers mois forment l'âme de cette législature. L'heure est venue pour les ministres de livrer leur travail aux mains de cette Assemblée. Je leur souhaite bonne chance et surtout de s'amuser. Mon dernier remerciement, mais non le moindre, s'adresse à l'ensemble de la députation et de l'équipe journalistique de la 75e législature, en particulier à celles et ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Je les remercie pour leur présence et leur participation. Il ne peut y avoir de Parlement jeunesse sans leur curiosité, sans leur enthousiasme, sans leur courage. C'est d'ailleurs de courage dont j'aimerais vous parler, Madame la Présidente, pendant les prochaines minutes dont je dispose. Madame la Présidente, j'ai longtemps réfléchi au sujet que j'allais aborder lors de ce discours. J'aurais pu dénoncer la polarisation politique croissante, décortiquer la montée des masculinismes ou tout simplement décrire ce que ça représente pour quelqu'un comme moi d'être première ministre de cette législature. Or, je choisis plutôt de vous parler de courage, car au cours de la dernière année, j'ai beaucoup appris sur ce que signifie ce mot concrètement, sur ce qu'il incarne et sur la manière dont j'aspire moi-même à l'incarner. Bon, je n'ai pas de formation universitaire en philosophie, donc prenez tout ce que je dis avec un grain de sel, mais j'espère vous faire réfléchir un peu quand même. J'aimerais vous parler du courage sous 3 formes interreliées. Premièrement, la bravoure ou le courage physique. Deuxièmement, l'authenticité, que j'associe au courage social et émotionnel. Et finalement, la vulnérabilité qui, de mon point de vue, allie courage intellectuel et courage moral. Alors, commençons par la bravoure. Madame la Présidente, aux fins de mon discours, je définis la bravoure comme étant la capacité d'agir malgré le danger, réel ou perçu, ou bien la capacité de se mettre à risque pour servir une cause plus grande que soi. Bien qu'elle ne soit pas la seule, cette forme de courage, quasi téméraire et généralement altruiste, existe réellement. Elle n'habite pas que les contes de chevaliers livrant bataille à des créatures mythiques ou encore les récits de soldats affrontant un quelconque ennemi. Elle ne se limite pas non plus aux actes d'héroïsme tels qu'entrer dans un immeuble incendié pour sauver une personne qui y est coincée ou encore sauter dans une rivière pour venir en aide à une personne qui se noie. Non, la bravoure, on la voit aussi et peut-être même surtout dans notre quotidien. Par exemple, lorsqu'une personne fait le choix d'intervenir comme témoin actif d'une situation d'injustice,
Lorsqu'une personne décide de step up et prendre de charge d'un projet de groupe mis en péril par l'inaction de ses coéquipiers, certaines étudiantes et étudiants dans la salle reconnaîtront peut-être ce scénario. Dans un contexte politique, on voit la bravoure dans le dévouement des élus qui portent une lourde charge et qui font main sacrifice pour servir la population qu'elles et ils représentent. On l'a vu cette année, parfois la politique active en demande trop et elle force nos élus à faire des choix déchirants. La bravoure, on la voit aussi dans le dévouement de militantes et militants qui portent la voix de celles et ceux qui peinent à se faire entendre. C'est grâce à l'attitude courageuse de ces personnes que leur sacrifice trouve sens. Pour citer Hannah Arendt, que vous connaissez bien, « Le courage libère les hommes de leur domaine privé pour se soucier de la liberté du monde. » Encore une fois, la bravoure, c'est la capacité de se mettre à risque, de mettre ses propres intérêts de côté pour servir une cause plus grande que soi. Toutefois, la bravoure, cette première forme de courage, est souvent exercée au détriment de la personne qui en fait preuve. Il importe donc de trouver un équilibre entre service et sacrifice. Cela m'amène à la seconde forme de courage que je voulais aborder avec vous, Madame la Présidente, l'authenticité ou le courage d'être soi-même. Il s'agit principalement d'être fidèle à soi-même, de s'accepter tel qu'on est, de présenter son vrai soi à celles et ceux que l'on côtoie. Bien sûr, il ne s'agit pas nécessairement de présenter toutes les façades de sa personne à tout le monde, malgré ce qu'on pourrait croire de la tendance de certains à partager tous les minutieux détails de leur vie sur les réseaux sociaux. Par contre, l'authenticité implique d'être sincère et de rester fidèle à ses valeurs et à ses convictions. En outre, l'authenticité est une forme de courage qui s'ancre, à l'inverse de la bravoure, dans une volonté d'autopréservation et d'écoute de soi, malgré certaines pressions externes qui tentent de nuire à ses objectifs. C'est le courage de poser ses limites, de dire non, de prioriser son bien-être, de donner du temps au repos. Dans un contexte où se multiplient de plus en plus les responsabilités, vous en connaissez un peu sur les responsabilités, Madame la Présidente, n'est-ce pas? Dans un contexte où se multiplient aussi les démarches d'extraction de notre temps au profit de la productivité, il est d'autant plus important de prendre soin de soi-même pour mieux prendre soin des autres. Je disais plutôt que l'authenticité, telle que je la définis ici, représente l'inverse de la bravoure, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si j'ai retenu une chose de mes cours de sauvetage il y a maintenant une décennie, c'est que lorsqu'une secouriste prend en charge une situation d'urgence, elle doit d'abord évaluer l'environnement pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour elle, pour la victime et pour les témoins, sans quoi elle ne peut porter secours à autrui. C'est similaire au principe selon lequel il faut mettre son propre masque d'oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre à mettre le sien. On pourrait alors parler d'une bravoure sensée. Ainsi, l'authenticité et la bravoure sensée demandent toutes les deux que l'on reconnaisse ses propres besoins, ses propres limites. Elle requiert de nous que nous fassions preuve d'humilité, pas une humilité paralysante, mais plutôt une humilité habilitante. Cette distinction, c'en est une que j'ai apprivoisée cette année, alors que j'ai développé le courage de poser des questions et de demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. J'ai appris qu'il faut avoir confiance en sa valeur intrinsèque pour être capable de poser ses actions sans douter de sa compétence. J'ai appris que lorsqu'on parle ouvertement de ses limites, on devient un modèle pour d'autres personnes qui apprendront peut-être à mieux s'écouter elles aussi. Or, notamment à cause de l'humilité paralysante, il faut faire attention pour que l'authenticité ne soit pas synonyme d'insécurité, pour que l'authenticité ne devienne pas un moyen de se renfermer sur soi et d'évacuer toute confrontation. Sans sortir de sa zone de confort, on ne peut apprendre. Il faut donc se permettre d'être, vous l'aurez peut-être deviné, Madame la Présidente, vulnérable. La vulnérabilité, maintenant, c'est offrir de soi-même aux autres, c'est leur faire confiance. C'est outrepasser la peur du jugement pour découvrir sur soi-même et sur les autres. C'est accepter un certain risque, un certain inconfort pour aller plus loin, pour apprendre, pour développer des liens plus forts avec les personnes auprès de qui on se rend vulnérable. Dans le contexte de débats et de discussions comme les nôtres, il s'agit en partie, comme le requiert l'authenticité, d'affirmer ses convictions, de les assumer, de les soumettre au test des convictions d'autrui. Ça prend beaucoup de courage pour dire ce que l'on pense réellement. Ça en prend encore plus pour oser se remettre en question. La vulnérabilité, c'est donc aussi avoir le courage d'admettre ses erreurs, de réévaluer ses opinions et même ses croyances lorsqu'on réalise s'être trompé. C'est faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est s'ouvrir à l'opinion de l'autre, oui, mais c'est aussi s'ouvrir soi-même à l'autre pour établir un lien de réciprocité.
Je dirais même former une sorte d'intimité qui est nécessaire à la poursuite d'un réel dialogue. En apprenant à se connaître, on se sent plus à l'aise, on est moins sur ses gardes, on est plus à l'écoute l'une ou l'un de l'autre. C'est vrai dans nos relations interpersonnelles de la sphère privée, c'est vrai dans l'espace public aussi, et même dans les institutions démocratiques. Il faut avoir le courage de nommer les mots MAUX, pour être clair, de la société pour pouvoir les affronter et les guérir. Parfois, ça fait peur. On préfère faire les choses, car nommer nous force à reconnaître, et reconnaître déclenche un impératif moral d'agir. Mais c'est justement cet impératif moral qui fait en sorte que nous devons avoir le courage de nommer, tout comme il faut avoir le courage de vivre un certain inconfort lorsqu'on se sent concerné par ce qui est nommé, et que ça remet en question nos opinions, nos croyances, ou même notre perception de nous-mêmes. Il faut avoir le courage d'accepter la critique dans une visite constructive, par exemple, lorsqu'une ou des personnes nous expriment que nos actions leur ont causé un tort, même si ce tort n'était pas voulu, et surtout lorsqu'il s'inscrit dans des dynamiques sociales plus larges. Être vulnérable, c'est aussi le courage de tenir des conversations difficiles. C'est avoir le courage de se dire les vraies affaires, mais toujours dans la bienveillance. Heureusement, dans le contexte d'une simulation comme le Parlement jeunesse du Québec, qui offre une sorte de cocon bienveillant pour explorer ses émotions, la vulnérabilité est encouragée, mais elle devrait aussi l'être dans les autres contextes de notre vie. La vulnérabilité permet d'éviter de tomber dans le piège du non-dit, dans le piège des codes sociaux et des attentes tacites qui rendent ardues les tentatives de naviguer certaines relations ou certaines institutions, surtout pour les personnes qui ne s'y sentent pas à leur place. Pensez-y, Madame la Présidente, qui se retrouve poussé dans les marges lorsqu'on opère sur la base du non-dit? Comme une amie à moi me l'a dit récemment, l'objectif citoyen, c'est d'être capable d'être ensemble et de rester ensemble quand c'est tough. C'est d'autant plus important dans un contexte où, toujours en reprenant les mots de ma chère amie, la montée du fascisme et de l'extrême droite bénéficie de notre isolement et de notre désolidarisation. Donc, en fait, il faut être vulnérable ensemble, s'ouvrir au changement, se laisser transformer pour, par le fait même, transformer le monde. Lors des 5 prochains jours, chacune et chacun des membres de notre Assemblée aura à faire preuve de beaucoup de courage. Nous aurons à 1. Être braves, à prendre soin les uns et les unes des autres dans des moments où, oui, nous pourrions ressentir un certain inconfort parce que confrontés à des idées nouvelles. 2. À être authentiques, à prendre soin de nous-mêmes, à nous écouter nous-mêmes, à être fidèles à ce que nous disent notre corps et notre cœur. Et 3. À être vulnérables, à nous ouvrir aux autres et à être ouvertes et ouverts en retour à ce que nos collègues ont à nous apprendre. C'est en exerçant ces 3 formes de courage que nous arriverons, je crois, à avoir des échanges profonds et constructifs, à travailler ensemble vers des objectifs communs, à s'éloigner du découragement qui caractérise si souvent le rapport de la jeunesse à l'avenir de notre société pour plutôt affronter les grands défis qui nous attendent. L'une des militantes afro-américaines que j'admire énormément, Mariame Kaba, dit souvent « Hope is a discipline ». L'espoir est une discipline, c'est-à-dire que c'est une attitude, une posture que l'on cultive, que l'on renouvelle constamment et assidûment, malgré l'adversité, malgré le découragement. Madame la Présidente, il y a plusieurs moments cette année où je me suis sentie découragée, vraiment dépassée par le monde. Savez-vous ce qui me redonnait espoir à chaque fois? Le Parlement jeunesse, un espace où on s'écoute réellement, où on célèbre la diversité d'opinions et on encourage le fait de se remettre en question, de changer d'idée. Un espace où on pratique l'ouverture, la patience et le dialogue. Madame la Présidente, par votre truchement, je souhaite à toute la députation des débats courageux lors de cette 75e législature. Merci. Madame la Première ministre. Je propose la motion suivante, que l'Assemblée adopte la politique générale du gouvernement. Merci, Madame la Première ministre. Conformément à notre règlement, le discours d'ouverture clôt cette première séance. La session est donc ajournée pour quelques instants.
Veuillez demeurer à votre place.